C'est une enquête explosive, mais aussi un plaidoyer pour la liberté d'informer dans l'Élysée et les oligarques contre l'info. Jean-Baptiste Rivoire met en lumière les liens étroits entre les présidents français et les grands patrons des médias, et les milliardaires notamment. Jean-Baptiste Rivoire, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, aujourd'hui à la tête de Off Investigation, un site d'information visant à promouvoir l'enquête audiovisuelle indépendante sur Internet. Votre livre est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Avec nous également Alexis Lévrier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'histoire du journalisme, enseignant à l'Université de Reims et chercheur associé au GRIPIX, Elsa Sorbonne Université à Paris. Auteur du livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, aux éditions Les Petits Matins. Jupiter, on se devine qu'il s'agit d'un certain Emmanuel Macron. On va d'ailleurs commencer avec cette image, puisqu'on va beaucoup parler de lui. Rien à voir, mais tout de même, c'est l'actualité. Emmanuel Macron à la vallée de la Roya, un peu plus d'un an après le passage dévastateur de la tempête Alex qui a fait 10 morts en octobre 2020. Le président français promet que 2022 marquera la fin complète des travaux. Les oreilles d'Emmanuel Macron vont sans doute siffler sur ce plateau, puisqu'outre votre enquête, Jean-Baptiste Rivoire, vous consacrez une série avec plusieurs épisodes au président français. Un petit extrait. C'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Jean-Baptiste Rivoire, j'allais vous dire quels sont les rapports d'Emmanuel Macron aux oligarques, aux grands patrons de presse. Mais d'abord, pour vous, c'est tout simplement un homme d'affaires, le président français. Oui, alors c'est d'abord un banquier d'affaires chez Rothschild. C'est là qu'il a fait fortune entre 2008 et 2012. Il a gagné 10 fois plus d'argent que quand il est au service de la France. Mais c'est aussi un homme d'affaires parce qu'en fait, il adore les affaires. Il a fait des fusions-acquisitions chez Rothschild. Il est ami avec beaucoup de grands patrons. Et puis, il a aussi des affaires, maintenant, un peu des casseroles qui lui collent au basque. Donc, c'est vraiment un homme d'affaires à tout point de vue. Et on se demande parfois un peu, quand il dirige la France, s'il sert les intérêts des affaires ou les intérêts des citoyens et des électeurs. Quels sont ses liens avec les richissimes patrons de médias ? Ils sont importants parce qu'ils ont quasiment tous appelé à voter pour lui en 2017. Ils l'ont soutenu médiatiquement à partir de 2016. C'est ce que Nicolas Sarkozy, 10 ans avant, avait déjà obtenu, une très très grande proximité. Il avait travaillé 15 ans, 20 ans pour avoir cette proximité avec tous les grands patrons de médias, le patron de TF1 qui est le neveu de son enfant. Enfin, il y a vraiment des liens très très forts, Arnaud Lagardère, etc. Et Emmanuel Macron a des liens quasiment aussi forts avec tous, qui ont quasiment tous appelé à voter pour lui. Or, c'est des industriels qui souvent dépendent de l'État pour leurs contrats, pour leur business. Donc ça pose un peu un problème de conflit d'intérêts parce que j'achète un média comme ça, je peux parler au président, je suis influent, et puis je lui demande, tu veux pas m'arranger mon contrat parce que moi j'ai un grand média. Enfin, il y a un truc qui est malsain, quoi. Alexis Lévrier, vous dites dans votre livre qu'au moment de son élection, Emmanuel Macron a été présenté comme l'homme d'un nouveau monde qui devait remplacer les pratiques anciennes, et vous dites que du point de vue de ses rapports à la presse, il n'en a rien été, au contraire. Expliquez-nous. Avec les journalistes, il a une posture assez impérieuse, assez méprisante. Jupiter, il faut rappeler que c'est un terme que Jacques Pilan, le communicant de François Mitterrand, avait inventé pour définir la pratique présidentielle, c'est-à-dire en hauteur, en surplomb. On s'adresse à la presse quand on le veut, à ses propres conditions. Et il y a, au-delà du milieu journalistique, ce que décrit Jean-Baptiste Rivoire, c'est-à-dire les relations avec des oligarques. Et ça, c'est un système très français. On essaie de contrôler l'audiovisuel public, qui est un peu l'antre du pouvoir jupitérien. Et puis, on crée des relations avec les patrons de presse pour essayer d'avoir une emprise ou au moins une influence sur les grands médias. Mais Alexis Lévrier, pardonnez-moi de vous couper, mais 1997, la France lit un petit livre, Les Nouveaux Chiens de Garde, livre qui cartonne 250 000 exemplaires. On a envie de vous dire, et sans faire offense d'ailleurs à l'enquête de Jean-Baptiste Rivoire, que rien n'est nouveau finalement. Non, c'est-à-dire quoi? C'est pire depuis ? Non, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans un système comme la Ve République, où vous avez une espèce de monarchie républicaine, où il y a un homme qui concentre énormément de pouvoir, les grandes conquêtes du journalisme, c'est assez simple, c'est la Troisième République. La loi de 1881, les premières écoles de journalisme, les premiers syndicats, les premières chartes, la carte de presse en 1935, c'est les conquêtes qui viennent d'un système parlementaire. Le jour où on voudra une liberté de la presse véritable, on reviendra à un système parlementaire. Jean-Baptiste Rivoire, vous avez vécu ces pressions de presse, et lorsque vous étiez à Canal+, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en quelques mots ?
Pour faire très court, si vous voulez, Canal+, avant Vincent Bolloré, essentiellement l'argent venait quand même beaucoup des abonnés et les anciens actionnaires savaient que la liberté de l'information était appréciée par les abonnés, l'investigation était plébiscitée par le public et on pouvait à peu près travailler. À partir du moment où Vincent Bolloré arrive, et il faut savoir qu'en fait il va commencer à rentrer dans le capital de Vivendi dès 2011, et dès 2011 il va informer Nicolas Sarkozy que si lui, Nicolas Sarkozy, n'a pas réussi à écraser Canal+, malgré le fait qu'il était président, lui, Vincent Bolloré, va faire un coup d'État actionnarial sur Vivendi avec l'aide de Jean-René Fourtou et qui va réussir à monter au capital et donc à prendre le contrôle de Canal. Alors Vivendi, c'est une énorme montagne, donc il va mettre 5 ans. En 2015, il arrive à être le premier actionnaire de Vivendi. Et là, effectivement, il va venir éradiquer ce qu'on appelle l'esprit Canal, l'impertinence, un peu de liberté. Mais vous apprenez qu'un documentaire sur un système d'évasion fiscale est mis en place par une filiale de la Banque Française Crédit Mutuel, qu'il est déprogrammé de votre émission spéciale investigation sur Canal+. Donc, ça veut dire que le groupe Bolloré a cédé à la pression du Crédit Mutuel? C'est-à-dire que Vincent Bolloré a des relations personnelles avec Michel Lucas, le patron du Crédit Mutuel, qui tient aussi un grand groupe de presse de l'Est de la France. Il y a des liens d'affaires. Je crois que Michel Lucas a aidé Vincent Bolloré à monter au capital de Vivendi. C'est une banque. Et Vincent Bolloré a décidé de lui renvoyer l'ascenseur. Et d'une manière générale, il nous a envoyé un message assez clair, implicitement, en nous disant « Vous touchez plus à tout ce qui peut être mes intérêts ». On nous a même dit ni nos partenaires actuels, ni nos partenaires futurs. Alors déjà, nos partenaires actuels, on leur a dit alors c'est qui pour savoir ce qu'on n'a pas le droit de faire, où est-ce qu'on n'a plus le droit d'être journaliste. Mais alors les partenaires futurs, on n'en a pas non plus la liste. Donc en gros, c'est-à-dire que Bolloré a droit de vie ou de mort sur n'importe quelle enquête au dernier moment. Donc en gros, on ne peut plus travailler. Alors, vous revenez sur l'affaire Big Malion et Nicolas Sarkozy. Pression et tentative de chantage de LVMH pour que le magazine Complément d'enquête de France 2 abandonne une enquête de Tristan Walek sur les affaires du groupe de luxe. Bien d'autres exemples encore, notamment sur les armes françaises utilisées contre les civils au Yémen. Révélation de Valentine Auberti, d'ailleurs, auquel l'émission Quotidien diffusée sur TMC avait d'abord renoncé. Alexis Lévrier, on parlait du président, on peut parler peut-être aussi un peu des candidats aujourd'hui. On va regarder un de vos tweets. À propos d'Éric Zemmour, vous dites « sidérant vœu à la presse d'Éric Zemmour, journaliste politique depuis 40 ans, amateur de dîners endogames depuis toujours, éditorialiste hors sol par vocation ». Et c'est là où ça vient concerner notre sujet, candidat par la grâce d'un patron de presse omnipotent. Il est le pur produit du système qu'il prétend dénoncer. Éric Zemmour, pour vous, c'est un candidat en collusion avec des oligarques? Oui, et en fait, c'est ça la grande nouveauté. Alors, en même temps, le parcours d'Éric Zemmour, c'est ce que je disais dans ce tweet, il est tout à fait classique. C'est un journaliste politique et pas du tout, moi, la presse que j'aime d'enquête et d'investigation, qui est quand même la plus utile d'un point de vue démocratique. Lui, c'est un candidat qui vient du journalisme politique traditionnel, et ça fait 40 ans, et c'est tout à fait respectable. Maintenant, il se présente comme un candidat anti-journalistique, ce qui est très paradoxal et très amusant. Mais la nouveauté, c'est qu'effectivement, on a pour la première fois un groupe de presse qui va faire une campagne pour ce journaliste, et non pas, et dans une posture d'affrontement avec Jupiter, le Jupiter actuel, donc avec Emmanuel Macron. Et on voit bien que Vincent Bolloré et Emmanuel Macron sont en conflit, qu'on est dans une période de concentration qui va bien au-delà de Bolloré, et qu'il y a la fusion entre TF1 et en face de Bolloré, il y a qui? Eh bien, en face de Bolloré, il y a Bernard Arnault, et Bernard Arnault, il y a Bouygues, et là, pour la fusion entre TF1 et M6, on voit bien que l'Élysée a poussé pour que ça aille dans les mains de Bouygues et non pas de Bolloré. Et il y a comme maintenant une relation de conflictualité entre Bolloré et Emmanuel Macron, et du coup on pousse ce candidat, et ça c'est assez nouveau, parce que les oligarques d'habitude ils ont des relations plus ou moins proches avec le pouvoir, mais rarement d'affrontements hostiles. Une bagarre au sommet, et qui a des conséquences électorales évidentes. Alors pour autant, le pouvoir politique s'intéresse à cette concentration des médias, si l'on peut dire, puisque chez nos confrères de France Inter, le patron du Sénat, Gérard Larcher, était interrogé ce matin. On écoute. On ne peut pas dire qu'on est pour les libertés individuelles et collectives sans être attentif à la pluralité des médias, au risque que l'hyperconcentration fait courir. Donc une analyse sereine sur ce point me paraît indispensable. C'est d'ailleurs le rôle d'une assemblée comme la nôtre. Une réaction, vous y croyez, Jean-Baptiste Rivoire? Il va essayer, le président du Sénat? J'espère qu'il va se réveiller. Parce que ça fait quand même plusieurs années que ça dure, et je me souviens très bien d'une audition de Vincent Bolloré et Maxime Saada en 2016 devant le Sénat, où ils sont venus jurer qu'il n'y avait jamais eu de censure à Canal+, et je me souviens de sénateurs qui les écoutaient quand même assez sagement, alors que toutes les infos étaient sorties. Donc il y a un moment donné, manifestement on n'est pas aux États-Unis, les commissions d'enquête parlementaire ne font pas un travail aussi efficace, enfin je ne sais pas comment ils travaillent, mais ça serait bien qu'ils
travaille et qui soit un peu plus ferme pour défendre la démocratie, clairement. Tous les courants politiques sont concernés, puisque vous parlez des 3 présidents, dont François Hollande, qui est socialiste. Tiens, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, condamné pour injure publique et diffamation envers Radio France. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il avait traité d'abrutis et de menteurs des journalistes de la cellule Investigation. Ça nous concerne donc. Je me tourne vers vous, l'historien du journalisme. Quel est le malaise en France ? Est-ce que c'est une spécificité française ? Est-ce qu'on voit cela dans les pays anglo-saxons ? Pourquoi les journalistes d'investigation dérangent à ce point ? Ils dérangent par nature. Et c'est pour ça qu'il faut aimer cette presse-là. Dont on parle sont pour la liberté d'expression, si vous leur demandez. L'affrontement avec la presse, c'est quand même a pris des proportions assez considérables, pas simplement chez nous. La campagne de Trump en 2016 et à nouveau en 2020 s'est faite contre les médias mainstream. Et on voit qu'on a cette pente-là en France. On l'avait déjà en 2017. On avait Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui avait fait siffler les journalistes lors d'un meeting à Poitiers pendant cette campagne. Et on est reparti sur les mêmes bases. La presse d'Éric Zemmour donne quand même une idée du climat dans lequel on va vivre. Les journalistes d'investigation, ils dérangent d'autant plus qu'ils sont là comme un poil à gratter. Ils sont là pour sortir des enquêtes, ce que fait Jean-Baptiste Rivoire comme ses confrères, sur le pouvoir politique, sur le pouvoir médiatique, sur le pouvoir économique. Et c'est parce qu'ils dérangent qu'ils sont si précieux. Jean-Baptiste Rivoire, c'est poil à gratter. Vous dites justement, il y a un chapitre qui s'intitule France Télé, pas France 2, mais France Télé, poil à gratter justement dans ce dossier. Ça veut dire qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, même si vous n'êtes pas tendre non plus avec le service public. Moi, j'aime beaucoup mes confrères de France Télé qui font leur boulot. Il y en a plein, ils essaient de faire leur boulot. Simplement, j'aime pas trop quand ils sont sous des pressions fortes, qu'elles soient de la tutelle, du gouvernement, des pressions à réduire le financement de France Télé, des pressions sur la redevance, des pressions éditoriales. Elles sont constantes, notamment sous Delphine Ernotte, pas seulement. Et donc, on a des copains à France Télé qui, franchement, trinquent. Je pense notamment à Tristan Valex, qui s'est quand même payé des pressions absolument invraisemblables du groupe LVMH pendant plus de 18 mois avec harcèlement judiciaire. Son patron est décédé, Benoît Duquesne, en pleine pression de LVMH. Enfin bon, il a morflé, je sais pas comment. Après, il a fait le portrait de Vincent Bolloré. Enfin, il a juste le droit de faire le portrait d'un grand patron. C'est devenu un deuxième enfer. Il s'est retrouvé avec des gens dans son domicile la nuit qui l'ont enfermé, changé ses serrures. France Télé était obligé de lui envoyer des gardes du corps pour juste aller témoigner devant un tribunal où Vincent Bolloré le traînait à Nanterre. Enfin, il y a un moment donné, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir politique qui laisse à ce point maltraiter les journalistes d'investigation en France ? Pourquoi moi je suis obligé d'avoir 2 numéros de téléphone Paul Bismuth pour essayer de travailler sans être écouté ? Pourquoi je ne peux pas envoyer mon manuscrit par mail ? Il y a un moment donné, cette insécurité numérique, elle est quand même gravissime. Tout le monde s'en fiche. Macron, il fait une loi secret des affaires pour protéger ses amis de la finance et de l'industrie. Je suis content, mais il faudrait juste lui rappeler qu'il est président de la République française. C'est une démocratie et que sans la presse, on va être dans un autre type de système. Qui est pas Merci beaucoup à tous les deux. On aura l'occasion d'y revenir. On voulait parler des solutions notamment. Vous proposez par exemple, vous, que les contribuables payent pour une autre information, aide à la presse, redevance audiovisuelle en tous les cas, pour qu'il y ait des choix libres et indépendants. Merci Jean-Baptiste Rivoire. Merci également à vous, Alexis Lévrier, d'être venu sur notre plateau.